Bonjour et bienvenue sur @sharemakers en direct de YouSpring, notre événement consacré aux acteurs de la formation. Dans un contexte du marché du travail particulièrement tendu, la gestion des compétences est devenue stratégique. Dans ce cas, la discussion autour des enjeux de formation doit s'inviter à tous les niveaux de gouvernance dans l'entreprise. Quels sont les éléments indispensables pour construire un département Learning et Development capable de répondre aux enjeux de l'entreprise ? Quelles compétences sont nécessaires à ces équipes? Je suis ravie d'être entourée de Jean-Roch Houlier, Head of Operation Learning and Digital Safran Group. Bonjour. Jean-Roch. Et Evgeny Lukin, directeur de Next Silo, pour discuter de ces enjeux. Première question, comment assurer un positionnement stratégique du Learning et Development au sein de l'entreprise et assurer un alignement avec le business? Jean-Roch, qu'est-ce que vous voulez répondre? Avec plaisir. Alors on l'a un petit peu vu pendant la conférence, en premier lieu que la crise sanitaire, et même avant d'ailleurs, a propulsé sur le devant de la scène la formation. C'est-à-dire qu'il a longtemps été un peu considéré comme une option, mais on peut le dire qu'il est quand même de moins en moins. C'est-à-dire que les entreprises ont réalisé à quel point, dans un développement dynamique, régulier et permanent des hommes et des femmes de l'entreprise, l'instrument, ou on peut dire l'outil Learning and Development, devient quelque chose d'incontournable. Alors pour le connecter, je dirais en premier lieu au business, il semble véritablement essentiel quand on veut installer un département entre guillemets L&D au sein d'une entreprise, d'abord de bien connaître le contexte et la maturité entreprise. C'est-à-dire que le département n'aura de sens qu'en étant connecté à ce qui fait l'entreprise. Autrement dit, par exemple, le contexte de l'entreprise A n'aura rien à voir avec le contexte de l'entreprise B. Donc ce sont clairement des préalables. Une fois qu'on les a bien compris, en général, ce qui va être important, c'est l'expression d'une vision et d'une stratégie qu'on a longtemps vu un petit peu sous-estimée. C'est-à-dire qu'on partait très rapidement dans le comment et on oubliait un peu la projection. C'est-à-dire finalement ce qui fait l'intérêt, la nécessité du département. Donc poser une vision, poser une stratégie, c'est-à-dire en gros le moyen ou les moyens dans la durée d'atteindre la vision qui généralement est exprimée sur un plan de 3 à 5 ans. Ensuite, ce qui va être fondamental, bien évidemment, une fois que tout ça est posé, me semble-t-il, c'est l'expression d'une gouvernance. Ça, c'est un élément vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite clairement positionner le département relativement aux autres entités de l'entreprise, ce que ce département est appelé à faire et à contrario, ce qu'il n'est pas appelé à faire. Et cette gouvernance en général passe par le découpage, entre guillemets, du service en termes de L&D, par exemple de l'offre de formation. Et on peut par exemple le citer chez Safran University, on le disait pendant la conférence, il y a 3 niveaux de formation. Il y a au centre les formations dites stratégiques, c'est-à-dire connectées aux enjeux groupes, et également jouer en mode inter, c'est-à-dire qui décloisonne et mélange les hommes et les femmes des 12 filiales groupes. Vous avez ensuite les formations labellisées, c'est-à-dire que l'université va ingénierer, mais cette fois ne va pas délivrer les formations, il y en a pour nous 1 millier. Ce sont les entités, les filiales, qui vont pouvoir reconstruire un catalogue local qu'elles vont pouvoir jouer en intra à partir de ces formations labellisées. Et puis bien sûr, et enfin, dans un mode de gouvernance plutôt hybride chez nous, vous aurez les formations sociétés, c'est-à-dire laissées à la main des 12 filiales, de chacune des 12 filiales, où là, qui vont pouvoir ingénierer et délivrer leur propre formation. Voilà quelques mots. Evgeny, c'est dans le cadre de ce repositionnement stratégique de la fonction L&D qui est né Next Silo. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, comme vous l'avez bien compris de ce que Jean-Roch vient de nous dire, la fonction L&D devient extrêmement complexe. Pour pouvoir répondre à tous ces enjeux, porter une vision, mettre en place une stratégie et opérationnaliser ce modèle de L&D, il faut, comme on dit, presque un Shiva à plusieurs bras en tant que professionnel. Donc moi j'ai aujourd'hui, je pense, un des meilleurs jobs au monde, c'est de contribuer à l'émergence des talents, des futurs, de l'avenir de la fonction L&D, des Next Chief Learning Officer, si je puis dire. Donc on s'est réunis avec un plusieurs nombre d'entreprises et des professionnels, des leaders du secteur, comme Jean-Roch de Safran, comme Patrick Benamar de Renault, comme Cora Béguin de Sage. On a aussi les Chief Learning Officers de Decathlon, de Crédit Agricole, d'un nombre d'entreprises avec qui on a réfléchi sur quelles sont les compétences dont aura besoin le futur leader de la fonction.
Et on a fait également le constat que la plupart des personnes qui exercent aujourd'hui ce métier s'y sont retrouvées par hasard. Moi, je suis, pour ma part, j'étais directeur L&D par le passé et je m'y suis retrouvé par hasard. Rien ne m'a prédestiné à cette fonction-là. Or, aujourd'hui, on ne peut plus se remettre à l'hasard pour porter cette fonction dans les organisations, puisqu'ils font face à des enjeux de transformation beaucoup trop importantes. Et aussi à des attentes du business beaucoup trop importantes. Donc il y a deux constats, deux chiffres qui me semblent importants à mentionner. Le premier constat a été fait lors d'une enquête par le Harvard Business Review, qui était conduite auprès des dirigeants des entreprises sur leur satisfaction de leur fonction L&D. Il y en a 28% seulement qui se sont dit totalement satisfaits par la fonction. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, il y a un sondage totalement récent, une étude totalement récente par LinkedIn, menée par LinkedIn sur leurs données, de base de données aux États-Unis, qui a constaté que la fonction L&D est le quatrième métier qui a le plus la cote dans les entreprises américaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a d'un côté, il y a la demande qui augmente, et de l'autre côté, il y a l'offre qui est encore insuffisante de compétences et de profils qui pourraient y répondre. Donc, il y a un nombre croissant de personnes du business qui arrivent dans la fonction, puisqu'il faut assurer cette transformation. Et ces personnes-là ont besoin d'être formées. Ils souhaitent être formés, ils expriment ce besoin. Donc dans notre programme Next Silo, 70% de participants aujourd'hui, ce sont des personnes issues du business. Mais de l'autre côté, il y a également des personnes qui sont aujourd'hui dans la fonction et qui ont besoin de mieux comprendre comment fonctionne le business, de se rapprocher du business, de comprendre la stratégie, la gouvernance, et bien tout ce que disait Jean-Roch tout à l'heure, pour pouvoir opérationnaliser un modèle qui est en lien avec la transformation de l'organisation. Donc c'est dans cette optique-là, dans ce contexte-là, que le programme est né et qui est porté aujourd'hui par les entreprises. Et c'est une chose unique et exceptionnelle, que sont les entreprises, les dirigeants de la fonction qui se sont réunis pour créer un programme pour former l'avenir de la fonction. Justement, vous le mentionnez, je voudrais qu'on revienne dessus sur quelles sont les bonnes ressources, les compétences clés à avoir au sein d'un département L&D, Jean-Roch. Alors moi j'aime bien cette image un peu de recrutement dual, c'est-à-dire que pour moi, un département quelque part, un L&D qui est appelé à tenir la route dans la durée, on aura deux catégories de personnes, entre guillemets, de profils. Vraiment la première, ce sont celles et ceux qui viennent directement du business. Ça, c'est vraiment, selon moi, fondamental pour être crédible en matière d'offres de formation. Donc typiquement chez Safran University, ça représente vraiment la moitié de l'effectif. Ce sont d'anciens, on peut dire, baroudeurs, baroudeuses, métiers, qui aujourd'hui, après avoir appris le métier, viennent piloter une offre de formation sur leur propre métier, voire on peut dire des métiers adjacents. Et de l'autre côté, pour définitivement être crédible et ancré dans la durée pour le département, là on a plutôt des profils cœur de métier au sens L&D, sur lesquels on va travailler avec Next CLO. C'est typiquement des gens qu'on recrutera très souvent à l'extérieur, c'est-à-dire qu'à la différence du premier mode de recrutement qui sera plutôt interne et de façon quasi obligatoire pour cette crédibilité face aux garants métiers, a contrario, de l'autre côté, on ira chercher dehors, à l'extérieur, les cœurs de métier. Et on peut peut-être citer, on en a parlé en conférence, quelques compétences macro, parce qu'après on les détaille bien sûr, qui montent en flèche dans les départements L&D. On a beaucoup parlé avec Cora du marketing, c'est-à-dire que pendant longtemps, le client, entre guillemets, l'apprenant était captif dans sa salle de classe. C'est de moins en moins vrai. Et la formation n'a pas tellement l'habitude de marketing. Alors on dit souvent à quoi sert le plus beau véhicule du monde quand il sort du garage, si personne ne le sait. Alors ça, c'est un bel exemple pour nous, en formation, hommes et femmes de la formation, peu habitués finalement à marketer. Donc on voit arriver ce rôle-là et les compétences qui vont avec. Deuxième composante clé que certains départements ont déjà, pas tous parce qu'il y a des problèmes de moyens, c'est la donnée. C'est-à-dire que, on le dit souvent, les métiers sont en train de se munir de spécialistes de la donnée. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la même chose du côté de la formation. Et puis j'en cite un troisième qui fait partie également de Next CLO, qui est un peu la compétence englobante pour réussir son coup. On a beaucoup parlé de projet
à titre d'exemple tout à l'heure, par exemple avec Patrick chez Renault, c'est la conduite de projet. C'est-à-dire que la conduite de projet prend une importance grandissante dans les RH, dans les départements L&D, parce que la complexité est telle qu'on ne peut plus faire en mode récurrent. On va être de plus en plus dans ce qu'on appelle le mode non récurrent. C'est-à-dire qu'en gros, là où on délivrait chaque année la même chose, pendant longtemps, il y a une telle complexité que le non récurrent est en train de l'emporter. Alors quand on dit non récurrent, on dit unique, unicité, et donc on dit conduite de projet. Evgeny, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces compétences clés? Alors ça, c'est déjà beaucoup pour maîtriser dans une seule personne. Je trouve que c'est vraiment une fonction aujourd'hui sur laquelle il y a une forte attente. Dans le programme, ce que nous avons également fait avec notamment Jean-Roch, Patrick, etc., on s'est dit qu'il y a une nécessité pour la personne qui dirige la fonction de savoir établir une gouvernance et de définir la stratégie de la fonction pour pouvoir traduire les objectifs de l'organisation sur les opérations. Donc il y a une compétence que je trouve est très intéressante et qui est aujourd'hui peu connue encore et peu maîtrisée en France, mais de manière générale en Europe, c'est Organization Design, design organisationnel. Donc nous avons la chance de travailler sur cette compétence-là avec l'expert numéro 1 au monde, Chris Worley, qui informe aujourd'hui les dirigeants RH, mais aussi business, comment concrètement traduire la stratégie dans les process de l'organisation, dans ces structures, dans ces process de travail, dans ces process de management, de récompense, mais aussi de la politique de développement et de recrutement des collaborateurs. Pour moi, c'est une compétence vraiment clé, puisqu'elle est au cœur de la transformation. Et s'il y a une fonction aujourd'hui qui devient de plus en plus centrale pour la transformation des organisations, c'est la fonction L&D. Parce qu'on parlait lors de la conférence de l'IA, de l'impact de l'IA, mais on peut parler tout autant de la transformation durable des entreprises et tout ce que cela implique. On peut parler des transformations sociétales, du marché, de l'économie, de l'obsolescence des compétences, du changement démographique. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui vont impacter les entreprises et donc la fonction L&D. Justement, vous mentionnez l'IA. Est-ce que c'est un outil, les nouvelles technologies, pour garder une longueur d'avance? Quelles sont leurs places au sein de cette fonction, justement? La fonction L&D, en fait, un petit peu comme tous les métiers, elle a aussi une nécessité, selon moi, de ce que j'appelle de garder une longueur d'avance, qui est un sujet qui est très cher à Thierry Bonetto, qui d'ailleurs fait partie, co-dirige le Next CLO. Pourquoi ? Parce que ça va très très vite et que les métiers n'hésitent pas à challenger. C'est-à-dire qu'une fonction L&D qui ne répond pas va engendrer en général des initiatives très rapidement locales. Ce qui fait d'ailleurs un peu sonne le glas quelque part du département, qui un peu perd de sa crédibilité, perd de sa légitimité et avec lequel on n'a plus envie de travailler, pour reprendre le concept de clé, crédibilité, légitimité, envie. C'est-à-dire que le business va très vite se détourner d'un département qui n'est pas au top de ce qui se passe. Alors la longueur d'avance, qu'elle soit en intelligence artificielle générative, mais depuis l'avènement de l'ère digitale, sur l'ensemble des dispositifs qu'on voit arriver les uns derrière les autres, c'est un élément crucial. Et on recommande généralement, enfin il me semble, et c'est le cas à Safran University, dans tous les départements L&D dignes de ce nom, il faut quelque part des responsables de projet dans la tranchée sur les projets du moment, mais il faut aussi en arrière, idéalement, avoir des gens qui préparent demain. Et il faut avoir ce qu'on appellerait des veilleurs ou des veilleuses éveillées, c'est-à-dire celles et ceux, et d'ailleurs on n'est pas ici pour rien à Uspring aujourd'hui, qui passent aussi beaucoup de temps à regarder dans les congrès, dans les conférences, dans les salons, dans les communautés, il y en a beaucoup maintenant, ce qui se passe pour finalement, selon le contexte bien sûr, et la maturité, on en parlait tout à l'heure, de leur entreprise, le reverser utilement à leur propre stratégie de déploiement et au final le proposer au business. Voilà. Donc en gros, quelque part, cultiver une veille et structurer selon moi un plan d'innovation à l'arrière qui vous garantit demain et la longueur d'avance. Dernier point que je voudrais qu'on évoque ensemble, c'est celui de la mesure d'impact. Est-il aisé de montrer l'impact des formations sur l'ensemble des projets menés par l'entreprise? Evgeny, est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus? Alors l'impact, c'est clairement un sujet clé pour la fonction, puisque si on veut être visible, si on veut être reconnu et si on veut avoir une place centrale dans la transformation, il faut qu'on sache démontrer l'impact. Pour ça, dans le programme, encore une fois en Next CLO, on travaille sur des différents modèles
de la façon dont l'impact peut être structuré. L'essentiel là-dedans, c'est de réfléchir et penser l'impact dès le début de toute initiative. Que ce soit la réflexion sur son département, sur sa stratégie ou sur un programme. Quel est l'impact qu'on veut avoir sur l'organisation et sur le business. Pour ça, la connaissance fine et compréhension fine des enjeux du business, de où est-ce que l'organisation veut aller et quels sont les objectifs qu'elle veut atteindre, est totalement indispensable. Donc la proximité de la fonction avec les leaders du business est un gage de réussite. Et ensuite, tout dépend de comment la fonction veut augmenter l'impact des ressources ou des capabilities de l'organisation. Donc il y a des modèles qu'on va étudier, notamment les modèles de EFMD qui existent, mais il y en a bien d'autres. Mais je pense que Jean-Roch pourra en parler encore mieux. Alors, en fait, pour terminer là-dessus, il y a également une réflexion intéressante, on a un petit peu parlé pendant la conférence, à mener dans les départements L&D, c'est peut-être un peu de changer de vocabulaire et finalement de revisiter un petit peu les indicateurs. Alors, il ne s'agit pas de retirer ces indicateurs dont on a également besoin, c'est-à-dire qui sont régulièrement visités, mesurés, ils sont parfois même dans des accords. Typiquement, le nombre d'heures par apprenant, c'est un bon exemple. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que ce ne sont pas les indicateurs qui parlent au business. Ce sont plutôt d'ailleurs des indicateurs de moyens et moins de résultats. C'est-à-dire ils sont plutôt associés au comment. Mais au final, que quelqu'un ait fait 25-30 heures, ce n'est pas une preuve d'impact. Alors la réflexion qu'on a menée beaucoup chez Safran University, en particulier depuis qu'on a intégré les apprentissages en situation de travail, c'est qu'on cherche à avoir une formation davantage connectée au travail. C'est-à-dire que dès le départ, pour revenir à ce que disait Evgeny, on a une meilleure idée de l'impact. Et en termes d'approche, de plutôt aborder l'approche par le besoin, vraiment comme un chef de projet d'ailleurs, et pas avec la posologie ou le vocabulaire RH prédominant. Et je vous donne un exemple intéressant. Vous avez beaucoup entendu parler de cette expression entreprise apprenante, qui est passionnante et en même temps parfois un peu éthérée. On ne sait pas toujours ce qu'on met derrière. Si vous parlez d'entreprise apprenante à un département business, ça m'est arrivé récemment avec Renault, les supply chainers de Renault, le business ne comprend pas très bien ce qu'il y a derrière. C'est même presque abscon. En fait, il vaut mieux arriver en disant que tel dispositif, par exemple, va augmenter ou va accélérer la formation au poste de travail, et on parle ainsi d'indicateurs d'opérationnalité, et se dire l'entreprise apprenante, finalement, c'est un peu le corollaire. C'est-à-dire que si demain j'engage plus de tuteurs et de tutrices dans la transmission de savoir, sans le dire, je fais de l'entreprise apprenante. Mais la première vocation, c'est plutôt de répondre aux besoins qu'il a, par exemple, pour nous, sur les lignes de production. C'est un besoin d'accélération des nouveaux et des nouvelles sur les lignes. Et vous avez des exemples, par exemple, chez certaines de nos filiales, où aujourd'hui on forme en 4 mois au lieu de 6. Donc on fait un gain de 2 mois d'heures productives. Et ça parle aux opérationnels. Absolument. Et l'entreprise apprenante, finalement, c'est un corollaire, parce qu'on engage plus de gens dans la transmission des savoirs. Voilà un exemple sur cette idée de changer de vocabulaire aussi. Excellent. Merci à tous les deux pour vos éclairages sur cet enjeu passionnant et à très bientôt sur HR Makers.